française Panorama. C'est le deuxième semestre de 2020 à l'Université de Brasilia. Et voilà. Et je commence, par où je commence aujourd'hui? Nous avons tout d'abord, est-ce que vous avez, il y a deux choses que je dois vous dire avant d'entrer dans le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est d'abord sur l'activité sur Montaigne que je vous ai envoyé ce week-end, et l'autre, c'est sur la problématique de la dissertation. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez bien compris l'activité sur Montaigne? Oui, mais professeur, je n'ai pas trouvé les chapitres sur le XVIe siècle que tu demandes qu'on puisse lire avant de faire. D'accord. Je vais partager ici mon écran et vous allez suivre la salle virtuelle avec moi. D'accord? J'imagine que je l'ai mis dans les documents, dans les archives. Pardon, c'était Gabriel qui me l'a demandé? Oui, c'est moi. D'accord. Donc, je vérifie ici si je n'ai pas fait une faute. Non, je l'ai fait une faute. Je pensais que c'était ici. Donc, je vérifie l'activité ici. Exhiber la tâche. Peut-être j'ai oublié de mettre les documents comme pièce jointe. C'est possible. Je vérifie ici. En fait, ce document, il est disponible comme... exactement, Gabriel, je suis désolé. J'ai fait cette faute ici. Je vais... merci pour m'en prévenir. Je vais éditer la tâche et je vais faire là tout de suite. En ajoutant le document comme pièce jointe ici. Ça va mettre 2 minutes parce que sinon j'oublie après. Non, ça marche. Ici. Parce qu'en fait, il y avait une version de ce document, mais il n'était pas organisé par chapitre, mais plutôt, il y avait un document du livre tout entier. Donc, c'est ici, voilà, Stalloni, le XVIe siècle. Donc, c'est le temps ici de charger. En fait, ça fait vite. C'est bon. Voilà. Et c'est quand, en fait? C'est le 12 avril, donc ça va. Si vous avez besoin d'un jour ou deux de plus, vous me dites et je corrige la date ici, une fois que j'ai oublié d'ajouter ces documents-là. Donc, OK. On a besoin, prof. D'accord, Lorena. Mais faites attention parce que là, aujourd'hui, on finit la discussion sur le XVIIe siècle avec Madame de Sévigné. J'avais Madame de Lafayette, Madame dans la tête. Et Caio, tu veux me demander quelque chose? Tu as levé la main. Oui, Daniel. A entrega o envio do tema e da bibliografia da dissertação era até dia 3. Eu me mudei semana passada, aí fiquei envolvido uns 5 dias com isso. Aí eu tive tempo de ver. Eu queria saber se ainda dá para pegar.
Oui, envoie-moi par message privé dans les chats ici de Teams. D'accord? Oui. Et si il y a d'autres dans le même cas, j'ai ouvert cette possibilité aux élèves de roman aussi. Donc, parce que je n'ai pas encore corrigé. Et normalement, je vous donne cette possibilité de me rendre une activité en retard si je n'ai pas encore corrigé. Parce que je comptais corriger ces activités hier, je n'ai pas eu le temps. Je vais le faire cet après-midi, fin d'après-midi. Donc, Caio, dès que possible, envoie-moi l'activité dans le chat privé et je vais copier-coller ton activité dans la tâche et puis tu vas recevoir mes commentaires normalement comme si tu m'avais rendu l'activité correctement. D'accord? S'il y en a d'autres, dans le même cas, vous faites pareil, envoyez-moi l'activité par message privé. Ne m'envoyez pas par mail parce que la boîte mail, il y a d'autres choses que je reçois, pas mal d'informations de l'université. Et puis, on risque de perdre l'activité au milieu ou parmi d'autres messages. Sinon, ouais, d'accord. Je parle encore de l'activité de Montaigne. Donc, ici, vous avez les livres, le tome 3 de Montaigne, mais tous les livres de Montaigne sont aussi disponibles dans les archives. D'accord? J'ai mis ici juste au cas où vous ne retrouvez pas les documents dans les archives. Il est là tout ce dont vous avez besoin pour cette activité. Donc, le livre de Montaigne et l'essai à lire, c'est à la page 60. Maintenant, vous avez le livre de Yves Saloni qui explique dans le chapitre sur le XVIe siècle, il y a une sous-partie sur l'humanisme. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et nous avons ici donc le document Word avec toute la tâche, toute l'activité, la consigne que vous devez suivre. Comme vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, mais j'ai ajouté aussi quelques vidéos à regarder. Vous avez ici une vidéo assez intéressante qui explique un peu le contexte de l'humanisme. Vous avez aussi j'aime bien, je ne sais pas les noms de ces professeurs. Il a cette série sur YouTube, une œuvre en 15 minutes. Et c'est assez intéressant parce que c'est le genre de vidéo qui prépare les étudiants français pour passer le bac. Et donc, c'est assez intéressant la façon dont il résume l'œuvre en 15-20 minutes. Et ça vous donne un bon aperçu de l'œuvre et les essais de Camus. Et donc, en plus, si vous voulez, il y a d'autres informations ici, comme je vous ai dit. Il y a une émission podcast sur la vie de Michel Montaigne, parce que je parlais de Michel Houellebecq dans les cours précédents. Et vous avez aussi le lien qui donne accès à une vidéo plus longue sur le XVIe siècle. Donc, il y a une partie ici qui est plutôt obligatoire, qui va vous aider directement dans l'activité. Et il y a encore la suggestion de 2 vidéos qui peuvent être informatives si vous avez l'intérêt, si vous voulez vous approfondir dans cette discussion. Et je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai créé, et vous allez voir si vous suivez ces vidéos-là, si vous suivez les liens ici vers YouTube, vous allez voir que j'ai organisé une playlist avec des cours vidéo dès le début du semestre, pas avec des vidéos que j'ai faites. Ce sont des vidéos que j'ai trouvées sur Internet,
Je les ai regardées toutes pour voir la qualité. Et en fait, ça me permet de ne pas enregistrer des cours et je peux complémenter les informations disponibles dans ces cours vidéo que j'ai trouvés sur Internet. J'ai organisé sous la forme de playlists. Et j'ai organisé cette playlist de manière chronologique. Donc, vous descendez dans la playlist. Nous avons l'histoire littéraire, tous les mouvements organisés dans une vidéo de 10 minutes, et puis plusieurs vidéos sur le même sujet avec des abordages un peu différents, plus approfondis ou plus légers, moins approfondis. Nous avons déjà des vidéos jusqu'au XXe siècle. D'accord? Si vous voulez vous anticiper, c'est possible. Si vous avez de la curiosité, si vous voulez investir un peu plus dans la discipline, dans le cours, vous aurez quoi faire dans cette playlist. Et je vais, après les cours, je vais partager la playlist et comme ça, vous aurez la totalité des vidéos pour accéder facilement. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube avec ces vidéos. Je ne compte pas devenir YouTube, mais c'est juste parce que de temps en temps, je trouve quelque chose d'intéressant pour ajouter à la playlist et je le fais et vous recevrez une notification des vidéos, c'est tout. Donc, ça, c'était pour l'activité de Michel de Montaigne. Donc, ce n'est rien de très compliqué. Vous allez voir, c'est juste lire l'essai de 10 pages. Et Lorraine, je ne sais pas si c'était toi qui avait, tu t'es plainte de la difficulté du français de Montaigne. Et ce tome-là que j'ai mis, c'est déjà Montaigne adapté au français moderne. Ah, d'accord? ouais. C'est moi. Voilà, c'est une bonne édition et en plus adaptée au français moderne. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour dire que c'est difficile à comprendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette activité sur Montaigne? Et je vais faire pareil dans la suite avec le XVIIe siècle. Si vous regardez dans le programme de la discipline, vous allez voir que pour l'activité de Montaigne, je comptais 10 points, mais pour l'activité du XVIIe siècle, je compte 5 points. Donc, je vais vous donner une activité plus simple à faire. D'accord? Pour être juste avec les points que je vous accorde, je vais travailler un peu comme ça. Et important, pour ceux et celles qui ont déjà été mes élèves, je change la façon d'évaluer ce genre d'activité. Ce semestre, je vais évaluer normalement ces activités. Donc, il ne suffit pas de me rendre à l'activité pour avoir 10 points. Donc, je vais vraiment corriger. Donc, c'est un compromis que j'assume avec vous, de corriger dans un bon temps les activités, mais aussi je vais évaluer la qualité de la réponse. D'accord? Donc, ça ne suffit plus de me rendre à l'activité pour avoir les 10 points. Je vais vraiment corriger. Ces activités. Et je vérifie juste ici le chat pour voir si vous me laissez deux messages. Non, c'est bon. D'accord. Si vous n'avez plus de questions par rapport à l'activité sur Montaigne, je passe aux commentaires de la dissertation. Donc, vous m'avez rendu les sujets de recherche samedi, dimanche, je ne sais pas. Et maintenant, vous devez faire la problématique.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore habitués à cette méthode de travail que je développe ici, il y a la vidéo, vous la retrouverez dans notre salle virtuelle, la vidéo dans laquelle j'explique toutes les étapes de la dissertation, y inclut la problématique. Par contre, je vous explique encore ici rapidement ce que j'attends de vous pour cette deuxième étape de la dissertation. Vous allez prendre les sujets. Vous pouvez attendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Vous pouvez attendre cet après-midi que je vous rende les corrections pour vous mettre à faire cette activité de la problématique. Donc, vous allez prendre le sujet de recherche et vous allez transformer ce sujet dans une question. Tout simplement ça. Genre, quoi, par exemple je ne sais pas, la sentimentalité dans les lettres de Madame de Sévigné. Quelque chose comme ça. Et vous devez transformer ce sujet qui est normalement assez large dans quelque chose de plus ciblé. Donc, il y a deux mouvements à faire avec cette problématique. Tout d'abord, c'est formel, c'est un travail formel de transformer quelque chose qui est un bout de phrase ou une affirmation dans une question. Ça, c'est une attitude méthodologique. Ça semble bête de tout simplement transformer quelque chose qui est affirmatif à la forme interrogative, mais ça va vous aider à utiliser ou à penser, à concevoir votre dissertation comme la réponse à cette question. D'accord? Et le deuxième point de cet exercice, c'est d'essayer de cibler, de concentrer, de réduire le sujet de recherche qui, normalement, reste assez large. D'accord? Par exemple, comme je vous ai dit ici, comme exemple, la présence de la sentimentalité ou de l'affection. Peut-être l'affection, c'est plus facile. L'affection dans les lettres de Madame de Sévigné. Et une façon de transformer ces sujets de recherche dans une question et de manière un peu plus ciblée, un peu plus concentrée, c'est de dire comment Madame de Sévigné construit l'affection pour sa fille dans ses lettres. Donc, quand je fais ça, j'oublie toutes les autres lettres de Madame de Sévigné, je me concentre dans les lettres qu'elle a échangées avec sa fille et je construis l'affection dans ses rapports mère et fille. Et j'oublie toutes les autres relations qu'elle entretient avec d'autres correspondants. Vous voyez, l'idée, c'est celle-là. Réjeanne, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est seulement pour Réjeanne que ça ne marche pas? Pour moi, ça marche. D'accord. Réjeanne, peut-être c'est toi qui as un problème de connexion. Normalement, moi ici, j'utilise le portable pour l'audio avec les données du portable. D'accord? Parce que le Wi-Fi ici, ça varie beaucoup. Donc, je laisse l'audio dans le portable avec les données du forfait. Et normalement, ça marche bien. Si pour les autres, ça ne marche pas, peut-être avec toi. Essaye donc de sortir et relancer et tu me dis si ça s'améliore. D'accord? Donc, il y a ce double exercice, transformer en question, en interrogation, mais faire attention aussi pour faire en sorte que cette transformation vous aide aussi à cibler les sujets d'analyse. D'accord? Et donc,
je vais vous rendre mes commentaires cet après-midi, fin d'après-midi, au début de la soirée. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, envoyez-moi des questions par message privé sur Teams et on entretient un dialogue et vous pouvez encore à réfléchir, développer votre idée jusqu'à la fin de la semaine. Je vais changer la date de la release de la problématique. Je vais faire comme je fais avec les sujets. Je vais vous donner jusqu'à samedi soir. D'accord? Parce que, oui, ça marche samedi soir. Je corrige dimanche parce que la troisième tâche, qui est les plans, vous aurez un peu plus de travail à faire. Pas beaucoup, mais un peu plus. Et c'est ça. D'accord? Donc, je vous donne encore 2 jours de plus. Ça va? Des questions par rapport à la dissertation ou on se met à la discussion sur le XVIIe siècle et Madame de Sévigné? Non, ça va, j'ai bien compris. Ok, super. Et voilà, donc, on commence aujourd'hui. Je ferme ici cette activité sur Montaigne. Je reviens au cours ici. Et il faut que je change le partage d'écran. Oui, je vérifie ici et je change d'avis où on commence. Je vais commencer par Madame de Sévigné directement. D'accord? Et puis, à partir de la lecture d'une lettre de Madame de Sévigné, on entre dans les détails. Juste une question avant de passer à la lecture de cette lettre de Madame de Sévigné. Est-ce que j'ai commenté cet article avec vous, aperçu historique de l'écriture épistolaire du social à l'intime? Je m'en doute. Je crois que non. D'accord. OK, c'est bon. Non. OK. Donc, je vais le faire après la lecture de la lettre de Madame de Sévigné. Je vais faire la lecture de cette lettre de Madame de Sévigné complète, mais elle n'est pas longue. Comme vous voyez ici sur l'écran, ça fait une demi-page et ça finit ici, tout en haut. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est une lettre importante de Madame de Sévigné. Voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je commençais à introduire Madame de Sévigné parce que par rapport à la littérature du XVIIe siècle, comme je vous ai dit, j'ai choisi de parler de genres littéraires qui ne sont pas très usuels, je vais dire. Donc, je ne parle pas de poésie, je ne parle pas des romans ici parce que vous aurez les cours des romans, poésie, de théâtre pour parler d'autres genres plus de genres plus établis ou plus consolidés en quelque sorte dans une certaine tradition littéraire, n'est-ce pas? Et donc, je reviens ici dans le programme des cours, juste pour vous montrer ici, pour vous faire un petit rappel par rapport à ce que on voit dans cette unité, donc le XVIIe siècle. Je privilégie ici la préciosité parce que le baroque et le classicisme, vous allez voir ça dans d'autres références. Le baroque ici,
Je l'ai déjà dit, pour nous, les Brésiliens, nous avons cette tradition portugaise, le baroque est très important pour nous, donc on connaît, nous avons une idée, une bonne idée de ce qui est ce mouvement ou cette tendance artistique, le baroque. Le classicisme, vous allez voir clairement dans les théâtres classiques français, dans la critique littéraire, je parle aussi de classicisme, et donc je préfère me concentrer ici dans la préciosité parce que c'est quelque chose de nouveau. Je suis sûr que vous ne connaissez pas tant que ça ces mouvements ou cette tendance artistique, la préciosité. Elle sera importante aussi pour d'autres aspects de la culture littéraire française que j'aime bien vous présenter dans ces cours de panorama. Si vous voulez aussi vous renseigner un peu plus sur le baroque et sur le classicisme, dans la playlist, il y a des vidéos qui expliquent en détail baroque et classicisme. Donc, ça ne m'inquiète pas de devoir choisir ça parce que nous avons encore 18e siècle, 19e siècle et 20e siècle. Donc, je me concentre ici dans la préciosité. Et nous avons La Rochefoucauld, que nous avons déjà vu, les maximes de La Rochefoucauld, et Madame de Sévigné comme des exemples d'auteurs précieux. La préciosité, la tendance et l'adjectif pour faire référence à ces auteurs précieux, précieuses. Et donc, nous avons ici Madame de Sévigné, La Rochefoucauld, et j'avais commenté rapidement dans le dernier cours les lettres portugaises. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette discussion. C'est le petit roman de Guy Hague avec 5 lettres d'une sœur d'église qui a un amour, qui a un amant français. La sœur, elle est portugaise. C'est un soldat français qui va travailler au Portugal et qui rentre en France et qui laisse cette amante amoureuse qui lui écrit des lettres sans réponse. Et dans ces 5 lettres, on voit la progression, l'évolution de ces rapports amoureux. Elle passe d'une passion folle à une résignation parce qu'elle comprend que cet amour n'aura plus de suite, n'est-ce pas? Ces amours qui n'auront pas de suite, ça me fait penser à une chanson de Serge Gainsbourg, le célèbre chanteur et compositeur français, dans laquelle il dit ces amours sensuels et sans suite. Ça fait... j'ai oublié de faire une onomatopée après, mais c'est drôle de dire de ces amours sensuels et sans suite, c'est-à-dire ces amours qui n'ont pas de continuité. On vit une histoire d'amour rapide et ça n'a pas de suite. Et donc, c'est le cas de cette sœur portugaise. Et puis, je vous ai expliqué pourquoi je reprends un peu l'idée de lettres portugaises, parce que c'est un roman épistolaire. Nous avons parlé de ça. C'est un roman qui n'a pas de narrateur. L'histoire nous est transmise à partir de lettres de cette sœur de l'Église. Et nous avons l'écrivain ou l'auteur qui joue les rôles d'éditeur. Il dit qu'il a retrouvé ces lettres, il les a organisées, il les a fait publier pour leur valeur sentimentale, esthétique, etc. Et puis, 2 siècles plus tard, on se rend compte que il s'agissait de pièces de fiction. Que cette sœur de l'Église n'existait pas, qu'il n'y avait pas le soldat français, et donc tout cela était une invention fictionnelle, n'est-ce pas? Mais quand même, c'était un roman épistolaire qu'on appelle
je ne sais pas si on dit monodique ou quelque chose comme ça, parce que nous avons seulement les lettres d'un personnage. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que au XVIIIe siècle, nous aurons d'autres romans épistolaires polyphoniques, comme les lettres persanes et les liaisons dangereuses. Ce sont des romans polyphoniques parce que nous aurons sur le même système, il n'y a pas de narrateur, nous avons cette réunion de lettres et il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de récit, juste les lettres, mais nous avons les lettres de plusieurs personnages. D'accord? Et je vais vous montrer un petit peu l'exemple de lettres persanes. Donc, je ferme cette petite parenthèse de révision et je reviens donc à Madame de Sévigné. Donc, nous avons ici ce qui est prévu pour ce cours, pour cette unité du XVIIe siècle. Et j'ai pris ici cette lettre de Madame de Sévigné. Voilà. C'est une lettre écrite à Paris vendredi le 6 février de 1671. Et c'est une lettre de Madame de Sévigné à Madame des Grignans. Madame des Grignans, c'est la fille de Madame de Sévigné. D'accord? Et ce que je vais essayer de vous montrer à partir de la lecture de cette lettre, c'est quelques détails qui vont mettre ce style de Madame de Sévigné dans ses courants de la préciosité. D'accord? Et puis, j'entre dans quelques descriptions de la tendance de manière générale. Mais voyons la lettre. Ma douleur, peut-être je vais faire comme ça parce qu'il n'y a pas ça peut être un peu difficile à suivre. Donc, je vais souligner les phrases que je lis peu à peu. Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrai pas aussi. C'est intéressant parce qu'elle utilise aussi comme nous utilisons non plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre, mais je ne l'entreprendrai pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus. Et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Je continue ici. Je m'en allais donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme. Et en effet, quelle rude séparation. Le contexte de cette lettre, c'est que sa fille, Madame des Grignans, s'est mariée et donc elle a quitté la maison de sa mère. Et elles étaient bien proches, il y avait un échange assez proche, et aussi l'histoire de Madame de Sévigné. Dans la playlist, il y a une vidéo sur la vie de Madame de Sévigné, dans laquelle on explique qu'elle a perdu son mari assez jeune, à l'âge de 25 ans, et donc elle est restée toute seule le reste de sa vie, mais elle avait des relations à la cour, dans les châteaux de l'époque, dans les hôtels de l'époque. Donc elle avait une vie intellectuelle, une vie artistique avec des penseurs, des artistes, des poètes, des écrivains, des philosophes, des scientifiques. Et donc elle avait une vie sociale assez importante. Et ce genre de lettres, Madame de Sévigné, elle devient peut-être cette écrivaine de lettres, cette missiviste, peut-être la plus importante, la plus importante de l'histoire littéraire française. À cause de son style, à cause de
de la capacité de construction du sentiment, du partage. Et ces genres de lettres, même une lettre intime, pourrait être lue dans les salons de l'époque, c'est-à-dire ces genres de réunions sociales qu'on faisait ensemble dans un château, dans un hôtel. Hôtel ici, ce n'est pas un hôtel dans lequel on s'héberge aujourd'hui, mais c'était un type de construction grande, une espèce de palais dans lequel on vivait à cette époque-là, surtout les gens les plus riches, n'est-ce pas? Et voyons, 2 secondes, est-ce que ces bruits vous dérangent? C'est une cocotte minute. Ça va, c'est pas grave. D'accord, d'accord. C'est parce que je suis juste à côté de la cuisine ici. Mais je pense que ça se réduit déjà. Donc, les contextes de cette lettre, c'était la séparation de mère et fille, de Madame de Sévigné avec sa fille Madame de Grignan, qui s'est mariée. Donc, elle se sent toute seule, Madame de Sévigné, et aussi, d'une certaine façon, vous voyez ici que ça, c'est la lettre 24, et cette séparation, quand même, elle va d'une certaine façon provoquer l'écriture de lettres. Et donc, nous avons parfois plusieurs lettres écrites dans le même jour. Vous voyez, elle finit une lettre, elle commence une autre, et puis elle les envoie à sa fille. Et donc, cette séparation aussi met Madame de Sévigné en contact avec l'écriture de lettres. Et il faut le dire, on va entrer un peu plus dans les genres épistolaire, et je vais vous en parler un peu plus. Mais d'une certaine façon, à cette époque, la lettre était un genre mineur, donc un genre réservé aux femmes. Mais Madame de Sévigné était tellement géniale qu'elle rompt plus ou moins avec cette idée-là. Et elle montre, ou elle démontre à tout le monde que la lettre, même la lettre, un genre considéré mineur, peut avoir une valeur esthétique très haute, n'est-ce pas? Et donc, on continue ici. Je m'en allais, donc je répète ici, je m'en allais donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme, et en effet, quelle rude séparation. Donc, vous voyez que je commence déjà à entrer dans les styles précieux. Et l'idée de préciosité a un rapport avec un soin, une attention au langage. Donc, on va essayer de faire un langage assez stylisé, avec des figures, avec des images, etc. D'accord? Donc, vous voyez ici, pour exprimer ce qu'elle sentait, elle dit « Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme à cause de la séparation. » N'est-ce pas? Je continue ici. Voilà. Je vais juste effacer ici pour vous aider à visualiser la phrase que je lis. J'ai demandé la liberté d'être seule. On me mena dans la chambre de Madame du Housset. On me fit du feu. Agnès me regardait sans me parler. C'était notre marché. J'y passais jusqu'à 5 heures sans cesser de sangloter. Sangloter, c'est quand on pleure et on sanglote, n'est-ce pas? Soluçar. Toutes mes pensées me faisaient mourir. Donc, vous voyez la dramaticité ou les drames de cette séparation, du sentiment transmis qu'elle essaye de transmettre à sa fille par cette lettre. Et on continue ici. Je fasse cette partie. Voilà. J'écrivis à Madame de Grignan, vous pouvez penser sur quel ton. J'allais ensuite chez Madame de Lafayette, qui redoubla mes douleurs par l'intérêt qu'elle y prit.
elle était seule et malade et triste de la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je la pouvais désirer. Donc, vous voyez comment cette phrase elle est intéressante. Vous avez vu que la lettre est. Il s'agit d'une lettre de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Et dans cet extrait, elle dit « J'écrivis à Madame de... j'écrivis à Monsieur de Grignan, donc le mari de sa fille. Vous pouvez penser sur quel ton. J'allais ensuite chez Madame de Lafayette. Madame de Lafayette est une auteure, une écrivaine de l'époque. C'est celle qui a écrit un roman très intéressant de l'époque. C'est le premier roman psychologique de l'histoire de la tradition romanesque française, qui s'appelle La Princesse des Clèves. Et comme je ne sais pas si je vous ai déjà dit, La Princesse des Clèves, c'est un roman, je peux dire courtois, c'est un roman qui se passe dans la cour. Si je ne me trompe pas, le roman est écrit au XVIIe siècle, mais il se passe dans la cour au XVe siècle, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la noblesse qui nous donne ces personnages. Et on peut penser que c'est peut-être un roman sans trop d'intérêt. Par contre, et non, en fait, c'est un roman hyper intéressant. Le côté psychologique des personnages, la description des pensées, des sentiments des personnages, c'est hyper intéressant. C'est incroyable comment un roman du XVIIe siècle peut être tellement intéressant. Et une histoire d'amour arrive à être tellement intéressante. Et l'histoire, à la base, c'est une femme qui tombe amoureuse d'un Jean, un prince de l'époque, mais elle ne fait pas confiance à son amour et elle va se marier avec un autre prétendant qu'elle ne l'aime pas, mais elle sait qu'elle aura un bon mariage. C'est un mariage plus ou moins arrangé à l'époque. Et puis, ce prince qui était le séducteur, il, tout simplement, pour son amour à cette femme, il oublie toutes les autres femmes et il essaye de la convaincre de rester avec lui. Mais elle reste loyale et fidèle à son mari. Son mari découvre l'amour pour ce prince, que sa femme aimait ce prince-là. Il meurt, parce qu'il n'arrive pas à supporter cette douleur de savoir que sa femme aime un autre homme. Le prince pense qu'il aura donc sa chance avec la princesse des Clèves, et la princesse des Clèves renonce à cet amour et reste toujours fidèle à son mari, et donc elle quitte tout pour vivre dans un couvent. Donc vous voyez, ça semble une histoire assez bête, mais la description des personnages, les pensées, les sentiments des personnages, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous invite à lire ces romans, c'est assez intéressant. Donc, je parlais ici de Madame Lafayette, qui est l'auteur de La Princesse des Clèves. Donc, j'allais ensuite chez Madame Lafayette, qui redoubla les douleurs par l'intérêt qu'elle y prit. Donc, vous voyez le drame du langage et le fait que Madame de Lafayette ait consacré un peu plus d'attention à ce que Madame de Sévigné racontait sur la douleur de la séparation de sa fille, comme elle a démontré de l'intérêt, cet intérêt redouble les douleurs qu'elle ressent. Et donc, vous voyez que c'est un peu exagéré quand même. Elle était seule. Oui? J'écris sur le chat, mais cette lettre me fait croire que ma mère fera la même chose avec moi.
parce que je suis son unique fille. Alors, quand un homme à propos de mariage pour moi, elle est très furieuse parce qu'elle va se sentir seule aussi. Je peux voir que ces sentiments, c'est pour tous les mères, principalement Ouais, quand on a seulement un fils. Je n'ai pas de frère de la côté de ma mère, seulement de la côté de mon père. ouais. Une autre chose, Daniel, que je voulais demander pour Donc, toi, oui, vas-y. que si nous pouvons lire avec toi aussi pour interagir plus dans la classe, parce que je crois que tu te Ah, sens seul aussi. Alors, demander à quelqu'un pour lire aussi, pour que nous puissions interagir aussi avec la lettre, parce qu'elle est très d'accord, intéressante. Je ne sais pas, c'est d'accord, seulement une suggestion. d'accord. Donc, est-ce que tu veux lire la suite? Ah, d'accord. Euh, mais, mais, J'écris. mais 2 secondes parce que j'ai encore 2 choses à dire. D'accord. Euh, Ce qui est intéressant, et on travaille assez souvent dans la littérature avec cette idée de ce qui est le plus intime d'un côté, ce qui fait, d'une certaine façon, ce qui fait la génialité de certains écrivains. C'est qu'ils partent de quelque chose qui est hyper intime et ils arrivent à transformer cette intimité dans quelque chose qui est universel. Et donc, cette lettre ici, c'est le rapport d'une mère à une fille. Et là, tu me racontes que ta mère ferait pareil. Et en fait, ce que nous avons comme l'expression de l'intimité d'une femme, d'une mère, c'est en fait un sentiment universel de toutes les mères au monde. Et comme tu m'as fait penser dans mon cas personnel, moi j'ai quitté la maison de mes parents quand j'avais 15 ans. Là, j'ai presque 40 ans. Et à chaque fois que je rends visite à ma mère, elle dit la même chose, que je ne peux pas partir, qu'elle va souffrir, que j'ai quitté la maison trop jeune, qu'il fallait la rendre visite plus souvent. Et elle pleure à chaque fois que je rentre chez moi. Donc, c'est comme si à chaque fois, à chaque visite, elle revivait le même sentiment, la même douleur. Et c'est toujours cette expression ici que je trouve assez forte de il me semblait qu'on m'arrachait cœur, le cœur et l'âme. Vous voyez, c'est cette sensation-là, je pense, j'imagine. Parce que c'est drôle, parce que je lui dis à chaque fois, maman, arrête, je reviendrai dans 3 semaines, 4 semaines. Je vais t'appeler à la fin de la semaine aussi, donc t'inquiète pas. Mais l'expérience de ces sentiments, c'est toujours dramatique, c'est toujours extrême, c'est toujours à la limite, n'est-ce pas? Donc, je vais juste terminer ici, Lorena, et je te passe la lecture. Donc, elle D'accord. était seule, Madame de Lafayette, malade et triste de la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je la pouvais désirer. Donc, vous voyez en détail ici comment il y a un côté de méchanceté, de maldade, un côté de méchant de Madame de Lafayette pardon, Madame de Sévigné, parce que Madame de Lafayette était seule, malade et triste de la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je la pouvais désirer. Pourquoi? Vous voyez, pourquoi elle désirait Madame de Lafayette triste, malade et seule? Parce qu'elle serait à l'écoute. Vous voyez, c'est un côté un peu méchant, un peu égoïste aussi, qu'on peut trouver dans cet extrait. Donc, Lorena, je vais souligner ici l'extrait pour que tu lises. Vas-y. Je ne sais pas si je sais prononcer ces mots. Monsieur Monsieur de la Rochefoucauld, c'est celui Foucault. celui qu'on a lu.
des maximes et réflexions. Monsieur de la Rochefoucauld, Yvan, on ne parla que de vous, de la raison que j'avais d'être touché et du dessein de parler comme il faut à Mélusine. OK. Donc, vous voyez que la douleur de cette mère lui mène à parler que de sa fille. Donc, elle va rencontrer son cercle d'amis. Donc, nous avons ici Madame de Lafayette. Ici, nous avons Monsieur de la Rochefoucauld. Et donc, vous voyez qu'elle était insérée dans l'intellectualité de l'époque. Son cercle d'amis étaient les grands écrivains de l'époque. Donc, même si on parle d'une femme qui écrivait des lettres à sa fille, les publiait peut-être une lettre, une autre, ou lisait ces lettres dans ses salons, c'est quand même intéressant de voir qu'elle vivait avec les grands penseurs, les grandes figures de son époque. D'accord? OK, je souligne la suivante. Vas-y, Lorena. Pardon. Je vous réponds. D'accord. Pardon. Je refais ici parce que... Ouais, c'est bon. Je vous Je réponds. vous réponds. Qu'elle sera bien relancée. D'Aqueville vous rendra un bon compte de cette affaire. Je reviens enfin à 8 heures de chez Madame de Lafayette, mais en entrant ici, bon Dieu. Tu peux continuer, s'il te plaît. Comparez-vous, Comprenez-vous? comprenez-vous bien ce que je senti en montant ce degré? Cette chambre où j'entrais toujours est là. Hélas. Qu'est-ce que c'est là? Hélas. Hélas, qu'est-ce que c'est? Hélas, c'est une interjection, Lorena. Assez souvent dans les tragédies grecques anciennes ou même les tragédies du théâtre classique français de Racine, par exemple, assez souvent on traduit hélas comme aïe de nous. Ah, d'accord. C'est souvent comme les acteurs, ils font ce genre de gestes, aïe de nous, hélas. Dans les lettres portugaises, la sœur, elle utilise beaucoup. J'ai tout dit, c'est fantastique, elle utilise beaucoup, hélas. Oui, oui. C'est une interjection française. Laissez voir ici dans le dictionnaire si nous avons encore voilà, exclamation marquant les regrets. C'est ça. Je vais vérifier dans un autre dictionnaire. Voyons ici. Et ça, je vais même vérifier parce que je suis presque sûr qu'on prononce le S de cette expression. C'est l'Internet est un peu lent ici. Hélas. Je peux continuer? Non. Ah, d'accord. 2 secondes. On reste ici, hélas. Oui. On arrive ici. Oui, voilà, on prononce le S. Hélas. Au 15e siècle, on disait hélas, mais aujourd'hui, on prononce le S. Et nous avons ici comme une espèce de commentaire affectif, interjection comme réaction à une situation ou à un propos que le lecteur présente par l'énonciation même de hélas comme pénible ou douloureux. Ouais. Comme je vous ai dit, on traduit comme aïe de mine, mais on pourrait traduire peut-être de façon plus moderne comme, je sais pas, oh, coitado de mim, ou quelque chose comme ça. Aïe, je sais pas.
vous imaginez ce que vous direz à la place de Madame de Sévigné. Donc, vas-y. Pardon, avant de continuer, Lorraine, ici, je réponds qu'elle serait bien lancée. Dacville vous rendra compte de cette affaire. Je revins. Donc, vous voyez que en même temps, il y a quelque chose de hyper quotidien, hyper intime et hyper les petites choses du jour le jour. N'est-ce pas? Donc, elle va apporter à la lettre même les informations les plus anodines, les moins importantes, comme de raconter ce que j'ai senti en montant ces degrés, cette chambre où j'entrais toujours, hélas. J'en ai trouvé les portes ouvertes. Donc, vous voyez, ça donne aussi c'est une espèce de récit quand même. On imagine Madame de Sévigné entrant dans la chambre et sentant tout l'espace vide parce que sa fille n'était plus là. Et c'est intéressant, c'est comme on verra au romantisme un poème de Lamartine, quand il dit le vers un seul être vous manque e tudo é depeuplé. Né? Je traduis comme ça. Né? Só ser te falta e todo mundo é despovoado. Et c'est très beau comme vers. Et c'est plus ou moins la sensation de cette mère qui rentre à la maison sans sa fille. N'est-ce pas? C'est assez dur, j'imagine. N'est-ce pas? Donc, hélas, la chambre était, j'entrais, je trouvais les portes ouvertes, je vis tout, voilà, j'ai vu tout démeublé, tout dérangé, et votre fille qui me représentait la mienne. Donc, vous voyez ici l'idée de tout démeubler, c'est-à-dire sans meubles, sem móveis. C'est la même idée de Lamartine du monde dépeuplé, despovoado. Ok? Je fasse ici, Lorena, pour te demander ici la lecture. Voilà. Vas-y. J'en trouvais les portes ouvertes. Mais je vis tout est meublé. Tu as effacé, prof. Oui, pardon, c'est parce que ça m'aide du temps à être disponible pour vous. Je vois ici, voilà. Maintenant, comprenez-vous? Ah, c'est ça, né? Alors, comprenez-vous bien tout ce que je souffrais? Les réveils de la nuit ont été noirs. Et le matin, je n'étais point avancé d'un pas pour le repos de mon esprit. Voilà. Donc, vous voyez, elle raconte l'expérience de ses sentiments de revenir à la maison et ne pas retrouver sa fille. On continue, Lorraine, ici. L'après-dîner se passa avec... je ne sais pas, mais ici, il est très lourd. Je ne sais pas si tu as marqué. Ah oui, pardon, c'est un peu lent. Je vais souligner un peu plus pour te donner cette possibilité. Je peux lire aussi, monsieur. C'est qui? Pardon? Oui. Je peux lire aussi. Ah d'accord, Bruna, s'il te plaît, pardon. L'après-dîner? Oui, l'après-dîner. L'après-dîner se passe avec Madame de la Trouche. De la Troche, à l'Arsenal. Le soir, j'ai reçu votre lettre qui me remit dans les premiers transports. Et ce soir, j'achèverai celle-ci en décollage. Oui, où j'apprendrai... chez Monsieur de Coulanges. Monsieur de Coulanges, pardon. Où j'apprendrai des nouvelles. Car pour moi, voilà ce que je sais, avec les douleurs de tout ce que vous avez
que vous avez laissé ici. Ok, 2 secondes. Donc, elle raconte ici comment ça a été la nuit et le matin. Et puis, l'après-dîner se passa avec Madame Destroches à l'Arsenal. Donc, encore une fois, vous voyez comment elle avait une vie sociale quand même active, n'est-ce pas? Donc, elle n'était pas quelqu'un qui vivait pour la maison. Elle avait un cercle assez grand de relations sociales. Donc, elle nous a déjà parlé. Les jours d'après, elle est allée chez Madame Lafayette, elle a rencontré La Rochefoucauld. Aujourd'hui, c'est le jour suivant, elle passe donc chez Madame de la Troche. Et voilà, et puis le soir, elle raconte, j'ai reçu votre lettre, donc vous voyez que la fille avait déjà envoyé une lettre à la mère et qui m'a remis dans les premiers transports. Transport ici, parce que vous connaissez les mots comme transport en commun, les bus, le métro, le RER, les trains, etc. Mais transport ici, c'est plutôt un côté sentimental. C'est cette énergie sentimentale qui était présente. Donc, la lettre de sa fille lui met dans les premiers transports. Donc, elle recommence à ressentir les mêmes choses, avec la même intensité. Et elle dit, ce soir, j'achèverai celle-ci, cette lettre que j'écris chez Monsieur de Coulanges. Donc, vous voyez que le soir, elle sera chez quelqu'un d'autre encore, où je prendrai des nouvelles. Et puis, et pour moi, voilà ce que je sais avec les douleurs de tous ceux que, et voilà ce que je sais avec les douleurs de tous ceux que vous avez laissés ici. Et tu continues, s'il te plaît, je change ici de ce qui était souligné. Mais c'est toujours, Brune, les temps de mon ordinateur. Voilà, vas-y. Toute ma lettre serait pleine de... Je change de page, 2 secondes. 2. Parce que moi, j'ai déjà changé la page. Eu não tô vendo ainda. Ah, ok. Ouais. Voilà. Ok. Des compliments si je voulais. Oui. Donc ici, je pense que c'est plutôt une formule pour terminer la lettre. Si je vous laisse, je veux. Ouais. C'est quelque chose plutôt d'une formule de politesse. Donc, toute ma lettre, toute ma lettre serait pleine de compliments. Des compliments ici, d'éloges, n'est-ce pas? On peut comprendre comme cumprimentos dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des compliments à quelqu'un, on fait des éloges et pas cumprimentos comme on dit en portugais, d'accord? Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas très gentil de faire des compliments à une femme. Vous voyez, genre de dire « Ah, tu es très belle aujourd'hui ». Ça, c'est un compliment au sens moderne, d'accord? Donc, aujourd'hui, on fait... Marianne, à la page du livre de Madame de Sévigné, on était à la page 65, d'accord? C'était 64, 65. 64, 65. Voilà. Donc, c'est plus facile maintenant avec un exemple de la lettre de Madame de Sévigné de voir la sentimentalité, le rapport à sa fille. Et c'est important de considérer que je vous montre ici, à la fin de l'ouvrage, 2 secondes, je vais vous montrer la table de matière. Oui. Non, peut-être c'est plus facile de faire différemment. 2 secondes.
Ici, par exemple, dans cet ouvrage, si je ne me trompe pas, nous avons toutes les... je parle des livres écrits ici, mais nous avons dans cet ouvrage 318 lettres écrites par Madame de Sévigné. Donc, c'est une œuvre assez importante au niveau du volume de lettres échangées. Donc, je passe ici au texte, à cet article, aperçu historique de l'écriture épistolaire du social à l'intime, juste pour vous parler un petit peu du genre épistolaire, de l'histoire du genre épistolaire, parce que ce qu'il va nous montrer ici, l'auteur, c'est Françoise Simonet-Tennant. Donc, Françoise, ce qu'elle va nous raconter, c'est comment la lettre devient, ou elle part au principe d'un genre social, d'un genre ouvert, d'un genre plutôt politique, en quelque sorte, et elle devient genre textuel et littéraire de l'intime. Si aujourd'hui on associe directement la lettre au privé et à l'intimité, ce n'a pas été toujours comme ça. D'accord? La lettre, c'était ce genre de correspondance, de communication entre chefs d'État, entre la diplomatie, entre... juste une curiosité, si je ne me trompe pas, le premier accord international de grande portée, ça a été pour la poste au monde. Donc, ça a été un accord pour permettre la transmission ou l'envoi de lettres un peu partout. Vous voyez, peut-être on ne se pose pas cette question-là, mais si tu envoies une lettre en Iran, par exemple, à un ami qui habite là-bas, et la lettre arrive à ton ami qui habite là-bas, c'est parce qu'il y a un accord qui permet quand même le fonctionnement en accord, en convergence de la poste brésilienne, Correios, avec la poste en Iran. Donc, si je ne me trompe pas, c'est merci, Luciane, la princesse d'éclair ici. Et si je ne me trompe pas, c'est l'accord international le plus ancien au monde. D'accord? Et donc, on commence ici. Je ne vais pas tout parler de la lettre comme ça. Donc, un objet complexe, ça c'est intéressant. Moi, personnellement, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les lettres. Je ne vous dis pas de lire les lettres de vos frères, de vos sœurs, vos parents, comme ça, mais plutôt les lettres d'écrivains. Je trouve ça assez intéressant. J'aime bien l'idée d'entrer dans l'intimité des écrivains, des penseurs. Quand ces lettres parlent d'intimité, mais aussi j'aime bien quand ils utilisent cet espace du privé pour échanger des réflexions. Mais parfois, ces lettres d'écrivains, elles ont une valeur littéraire aussi, pas forcément par les contenus, par la forme textuelle, mais par les contenus, parce que parfois dans les lettres, ils éclaircissent des questions littéraires, de choix esthétiques ou d'autres choses. Donc, nous avons presque un champ d'études dans les domaines des études littéraires sur les lettres d'écrivains. D'accord? Donc, on revient ici. C'est un objet complexe parce que, comme je vous ai dit, la lettre, ça peut être une lettre intime, tout simplement une lettre privée. Et ne confondez pas
l'idée d'intimité avec l'idée de privé ou de l'intime et du privé, parce que le privé, il fait plutôt opposition au public disponible à tout le monde, et le privé, il est restreint à quelques personnes. Les contenus du privé et du public, il peut être pareil. D'accord? Par exemple, on peut penser sortir du domaine de la lettre et penser à un document diplomatique. Dans une démocratie, dans une république, on va considérer certains documents officiels comme publics. Mais s'il y a un contenu sensible, on peut rendre ces documents diplomatiques privés. C'est-à-dire, peu de gens pourront le lire, avoir contact avec ces documents. Le domaine de l'intime, par contre, il a un rapport où il a affaire avec l'intimité, la subjectivité, les sentiments de la personne qui écrit ou de cet échange entre deux personnes qui échangent des lettres. Donc, privé et public, c'est-à-dire plutôt si le texte est de domaine public, d'accès à tout le monde, ou accessible à tout le monde, ou privé, c'est-à-dire il n'est pas accessible à tout le monde. Par contre, l'intime, c'est le côté les plus cachés, nos côtés les plus cachés, les plus intimes, notre subjectivité la plus profonde. Et cette subjectivité la plus profonde, elle peut être publique aussi. Donc, vous voyez que l'intime, il n'est pas en opposition avec public et privé. Assez souvent aujourd'hui, on fait cette critique aux réseaux sociaux parce que les gens mettent en public ou ils publient leurs intimités dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le faites. Je vais vérifier vos réseaux sociaux pour voir votre comportement en public comme ça, parce que il y a des gens qui, je sais pas, s'ils divorcent, on le sait parce que tout est partagé dans le domaine public des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, l'intime, il dit, ou il a un rapport plutôt avec les recoins les plus intimes, les plus cachés, os recantos les plus cachés, les plus intimes, la subjectivité la plus profonde. Donc, je continue ici le texte. Si le texte épistolaire est aisément identifiable à sa mise en page, il est difficile à définir et à théoriser. Sans doute, je peux zoomer encore, oui. Sans doute, une des difficultés tient-elle au fait que par lettre, on désigne des réalités radicalement différentes, une multiplicité de formes et d'usages. Donc, nous pouvons avoir une lettre privée, une lettre intime, une lettre polémique, ou par exemple, récemment, ici au Brésil, nous avons eu la publication de lettres, elles étaient collectives, c'est-à-dire signées par plusieurs personnes, mais c'était des lettres ouvertes. Vous voyez, c'était, on a eu une lettre signée par Ciro Gomes, Luciano Huck, je ne sais pas si Amoedo était aussi l'a signé la lettre, mais c'était quelques candidats ou possibles candidats au présidentiel au Brésil qui ont signé une espèce de manifeste pour la démocratie brésilienne. Et ce manifeste, il n'était pas vraiment un manifeste, mais plutôt une lettre ouverte. D'accord? Et donc, ce que nous voyons ici, c'est
la forme, la mise en page, comment on met la structure à la page, c'est assez facile d'identifier parce que nous avons normalement l'entête ou cabeçalho de la lettre avec à une telle personne, et puis on met la date, pardon, les lieux, ou quelque chose comme ça, et nous avons toujours la formule d'ouverture. Cher un tel, mon cher un tel, ou monsieur le président, ou quelque chose comme ça. Et c'est important, on va revenir à cette idée de lettre ouverte au 19e siècle avec Émile Zola et la lettre ouverte qu'il a publiée au président, qu'on connaît aujourd'hui le texte comme J'accuse. C'était un texte en défense d'un militaire injustement accusé des trahisons à la patrie. D'accord? Donc, je reprends cette réflexion au 19e siècle. Juste une curiosité, au vestibular de l'UFMG, dans la rédaction, on a déjà demandé la lettre comme forme de texte, comme genre de texte, et il y a eu des problèmes parce que les gens n'ont pas mis les formules d'ouverture et de fermeture de la lettre, c'est-à-dire, comme je disais, je sais pas, Brésil, le 19 ou le 6 avril, cher, un tel. Et à la fin, on met la formule bien cordialement ou recevez, mais plus distingué sentiment, je sais pas, votre Daniel, par exemple. Donc, il faut respecter ces genres de formules propres du genre textuel. On avance. Voilà, en fait, ici, ça se répète un peu, les grands... nous avons donc les lettres vraiment échangées, et nous avons la présence des lettres aussi dans les romans. On peut voir des romans tout à fait organisés autour des lettres, comme les lettres portugaises, les lettres persanes, c'est-à-dire le roman est tout complètement organisé autour de lettres. Nous avons ces lettres assemblées et on va comprendre les contextes des échanges à partir de la lecture des lettres. Mais on peut voir aussi une seule lettre présente dans un roman. Pensez par exemple le cas de Macunaíma, quand il écrit la lettre aux cartas às encaminhadas, ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le mot correct. C'est la partie de Macunaíma dans laquelle il dit c'est quelque chose comme pouca saliva e muita saúva, os males do Brasil são quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Repère historique, non, on n'a pas besoin de... ah oui, quelque chose d'important ici. Voilà. Lié à l'épistolaire et les notions d'autobiographie, d'intimité, d'introspection ne va pas de soi. En fait, il va expliquer ici que cette idée de la lettre n'est pas toujours associée à ces notions d'autobiographie, d'intimité, d'introspection. Parce que la lettre, comme on la connaît aujourd'hui, ou la lettre de Madame de Sévigné, elle va nous donner ce côté autobiographique, parce que assez souvent, dans une lettre, on se raconte. Vous avez bien vu dans cette lettre lue de Madame de Sévigné comment elle se raconte à sa fille, comment elle se sentait, n'est-ce pas? Donc, c'est un côté autobiographique. Elle raconte ses sentiments les plus profonds, l'intimité, et l'introspection, c'est-à-dire elle se ferme sur elle-même pour sentir ou pour exprimer ce qu'elle ressent.
Donc, c'est ce côté de l'introspection. Et puis, on va parler ici de la présence des lettres dans les milieux politiques, diplomatiques. Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Mais je vais rendre disponible cet article. Je vais le partager avec vous parce que si vous voulez, c'est un article assez intéressant sur ces genres textuels. Voilà, j'avais ce commentaire ici, juste à côté. Questão importante quando se trata de romance epistolar em relação ao estilo de cada personnage. Parce que nous avons ici le principe de la variabilité de la lettre. L'épistolier, c'est-à-dire la personne qui écrit la lettre, doit adapter son style au sujet et au destinataire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi. On parlera d'un ton différent avec des personnes différentes, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas m'écrire ou m'envoyer un mail de la même façon que vous envoyez un mail à votre partenaire, copain, copine, etc., n'est-ce pas? Ou à vos parents. Ouais. Donc, on adapte le ton et le style à la personne à qui on pense. Et même, par exemple, imaginez que vous envoyez un message, une lettre à quelqu'un avec qui vous voulez sortir. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de l'intimité avec cette personne et donc vous allez travailler quand même les langages, n'est-ce pas? Et puis, après avoir une intimité, vous serez un peu plus relax avec les tons des messages. Mais normalement, avec ce début de construction d'intimité avec quelqu'un avec qui on veut sortir, par exemple, on prend soin du langage, n'est-ce pas? Et voyons ici. Et aussi, on peut voir dans l'histoire de la lettre aussi un changement, ouais, je vais dire ici des tons par rapport à l'éloquence de la lettre. C'est-à-dire que avant, à cette époque de Madame de Sévigné, il y avait une certaine formalité, il y avait encore une certaine formalité. Et les écrivains plus contemporains, s'ils s'écrivent des lettres, un peu comme ça, on verra même 20e siècle ou quelque chose comme ça, on verra un style plus familier aussi. Ça, c'est possible de vérifier. On perd un peu au fil des années, au fil des siècles, la formalité du style de la lettre. Sinon, je pense que c'est ça. Ici, on va faire tout un parcours historique. Et nous avons donc... ouais, il y a... ici, en fait, je vais passer par cet extrait ici parce qu'elle parle de Madame de Sévigné. Donc, nous avons ici en 1656, Madame de Sévigné à 30 ans. Voilà, et ici, tout en bas, tout ce qu'on retrouve dans sa correspondance, des lettres confidences, des lettres anecdotes. Confidence, c'est clair. On va confier ses sentiments à la personne à qui on écrit. Lettres anecdotes, c'est-à-dire on va raconter quelque chose qui s'est passé, et surtout quelque chose de curieux, quelque chose qui peut attirer l'intérêt de l'autre. Lettre méditation, genre une pensée, quelque chose de plus existentiel, de plus philosophique. Lettre pourrie, des nouvelles de tout ordre. Donc, ce sont ces genres de lettres avec tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que même Madame de Sévigné, quand elle écrit à sa fille, cela n'est pas si monotone. Ça peut varier. Ça dépend de l'humeur de la personne, de l'humeur du jour, n'est-ce pas?
Voilà, ici, quelque chose d'important. Les lettres à sa fille, de Madame de Sévigné à sa fille, ne seront pas un passe-temps spirituel, mais un instrument d'existence, une entreprise de compensation des abusés, une entreprise de compensation parce que sa fille n'est pas avec elle, elle est à distance. Donc, la lettre va rendre présent ou rendre présente sa fille, ou la rendre présente pour sa fille aussi. Donc, les lettres de Madame de Sévigné vont être le modèle de la lettre naturelle et familière. N'est-ce pas? Non, ça va, ici. Non, c'est bon. Je pense qu'on peut passer à la discussion de quelques caractéristiques de la préciosité. La lettre d'amour, c'est clair ça? Non, c'est bon. Je laisse ici. Je vais changer le partage d'écran ici. D'accord? Et je vais partager les documents de Stalloni. Voyons si ça va marcher. Non, j'arrive pas. Je vais faire... différemment. Ici. Voilà. Donc, vous avez ici le... je vais vous montrer rapidement. Je vais mettre ce document dans les fichiers, dans le fichier du XVIIe siècle, mais je vais le mettre en pièce, l'ajouter en pièce jointe ou à l'activité que je vais vous proposer à propos de Madame de Sévigné. Donc, nous avons ici dans ce chapitre de Yves Stalloni, les écoles et courants littéraires, le XVIIe siècle. Donc, on commence avec les baroques. Comme je vous ai dit, si vous voulez, vous avez ici quelques caractéristiques du baroque. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Nous avons ici la préciosité, dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui. Et le classicisme, après ici, c'est la dernière partie du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Le classicisme, c'est un peu, la partie du classicisme, c'est un peu plus longue. Mais je voudrais commencer à voir le texte de la préciosité en début de page. Et comme c'est un document Kindle, ça change tout le temps. C'est juste par préciosité que je fais ça. Ça ne change rien au niveau du contenu. Ouais, non, j'arrive pas. Ouais, non, j'arrive pas à avoir la même organisation de la page. Mais donc, nous avons ici ces courants, comme je vous ai dit, littéraires un peu peut-être inconnus pour vous en tant que Brésilien. Je vais zoomer un peu pour que ce soit plus facile, voilà, à visualiser. Donc, nous avons ici cette définition de Jean-Pierre Landry et Isabelle Morin. La préciosité n'est pas une école, mais plutôt une tendance. Et ses contours et ses limites sont d'ailleurs assez flous. Souvenez-vous de cette discussion que nous avons faite, n'est-ce pas, de école, courant et mouvement. Donc, école, mouvement, courant, et nous avons l'idée des tendances.
tendance. La tendance, c'est quelque chose de l'esprit de l'époque. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de traité théorique, il n'y a pas un écrivain plus important qui détermine le style et l'esthétique de l'époque. C'est quelque chose qui est présent dans la sensibilité de l'époque. Et cette sensibilité précieuse de cette tendance, la préciosité, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la cour et dans ces salons. Je vais essayer de parler encore un petit peu des salons littéraires. Et donc, nous avons ici, l'apogée, c'est ici bien au milieu du XVIIe siècle. Et on met en relief ici l'exagération, pardon, ça perd ici, l'exagération esthétique, l'excès mondain de la doctrine classique. Nous avons bien vu, évidemment, que la lettre que j'ai choisie de Madame de Sévigné était une lettre de douleur parce qu'elle sentait la séparation de sa fille. Mais quand même, vous avez vu comment c'est exagéré. Elle aurait pu avoir un style plus sobre. Les styles plus sobres, on va retrouver dans les classicismes, n'est-ce pas? Et ici, dans ces côtés, quelque chose d'important. La préciosité définit un esprit caractérisé par l'élégance et incarné par une personnalité rayonnante. Ces gens-là, ils avaient quelque chose une volonté de se cultiver. Et la qualité et l'élégance du langage montraient ces goûts pour la culture, pour se cultiver, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des critères esthétiques bien clairs. On est capable de retrouver et de lister quelques éléments esthétiques de l'époque, quelques caractéristiques, mais quand même, c'est plutôt un état d'esprit presque qui montre cette élégance. Et cette élégance, surtout à la cour, elle vient faire face à la cour de 2 siècles plus ou moins avant, dans laquelle on avait la figure du guerrier. Donc, on avait des gens à la cour assez grossiers. Et ici, nous avons, et ça c'est quelque chose de très important, dans les salons littéraires, comme les salons des Rambouillet, de Madame de Sévigné aussi, de Madame de Lafayette, nous avons la présence des femmes dans les milieux intellectuels. Et ça, c'est important à considérer parce que nous avons une sensibilité plutôt féminine qui s'impose. Et même les hommes, comme La Rochefoucauld, Guy Hague, etc., nous aurons des écrivains hommes qui vont adopter une esthétique, une sensibilité plutôt féminine. Et pour certains, on va considérer ces mouvements de la préciosité comme les précurseurs du féminisme moderne. Parce que les femmes occupent la place publique, elles occupent le débat public et elles sont présentes dans l'intellectualité de l'époque. D'accord? Même si après, il y aura des reculs, on va revenir en arrière un peu. À ces moments-là, ce moment-là marque une présence de la femme assez forte. D'accord? Voyons. Non, ça va. Voilà, comme ici, non, ça c'est. Voilà. Vous voyez ici en orange, les femmes jouent un rôle prépondérant, s'opposant à la brutalité naturelle de leurs compagnons masculins. D'accord? Ici, cette préciosité de figuration, de relation, d'expression, je laisse ça de côté. Oui,
Dans cette entreprise de réforme de mœurs, seriam modus, habitus, n'est-ce pas? Donc, dans cette entreprise de réforme de mœurs, dans le sens du raffinement et du bon goût, une femme va s'imposer. C'est Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet. La marquise de Rambouillet, elle aura son salon, qui sera connu comme le salon de Rambouillet, et sera celui le plus à la mode, celui dans lequel tout le monde voulait, ou auquel tout le monde voulait participer, voulait être présent, etc. Et c'était une femme qui tenait ce salon. Et 2 secondes, je vais voir ici si je retrouve une image de salon de Rambouillet. Peut-être une peinture de l'époque, juste pour vous montrer quelque chose d'intéressant par rapport à ces salons. Voilà, cette image-là, elle est présente dans... c'est pas super parce que j'arrive pas à zoomer. Non, j'arrive pas à zoomer ici. Non. Mais tenez compte de cette image ici. À gauche, ça c'est un dessin sur les salons de l'époque. Et quand on parle, par exemple, du salon... pardon, je ne peux pas changer d'écran ici. Quand on parle de salon de l'époque, le salon de Rambouillet, par exemple, c'est-à-dire que ces femmes, elles recevaient pour une séance, pour un moment de discussion, de lecture de poèmes, d'extraits de pièces de théâtre, ou des extraits de réflexions comme les réflexions de La Rochefoucauld dans leur chambre. Et vous voyez ici ces genres de, si je ne me trompe pas, on appelle ça de lits de baldéquins. Ce sont ces genres de lits avec une espèce de courtines, n'est-ce pas, des rideaux, pardon, des rideaux qui renferment le lit, qui donnent un peu plus de privacité dans les lits, parce que la chambre, ces genres de chambres, des châteaux, de palais, c'était des chambres hyper grandes. Et aussi, quand il fait froid aussi, c'était une façon de garder un peu plus de chaleur dans les lits. Mais elle recevait pour ces petites réunions les gens, les amis, dans leur chambre. Et assez souvent, vous voyez ici, les amis étaient assis sur des chaises et la donne, la patronne, je sais pas, la propriétaire du salon, elle était assez souvent couchée sur son lit. Donc, elle recevait les invités couchés sur le lit. C'était quelque chose de l'époque. Une particularité de ce genre de salons. Voyons ici. Non. Donc, l'importance, ici, on va parler de l'importance de l'hôtel des Rambouillet, comme je viens de vous dire. Non, ça va. Je vais passer directement dans l'esthétique de la préciosité. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de traité théorique ou manifeste qui va indiquer quels sont les principes esthétiques utilisés, mais quand on regarde l'ensemble des œuvres de cette époque et de ce cercle des gens qui se connaissaient et qui se fréquentaient, on va trouver ces genres de caractéristiques. Une recherche d'un parler élégant, et nous avons vu que même Madame de Sévigné, elle parle d'une façon élégante. On dit que ça... nous avons vu ici que Madame de Sévigné va
apporter à la lettre un genre plus familier, mais ça reste quand même élégant. Si vous pensez aux maximes de La Rochefoucauld, c'est toujours élégant, c'est quelque chose qui va parler en public, qui va nous lancer un mot d'esprit, qui va faire les gens réfléchir à propos, n'est-ce pas? Un style contourné et imagé, c'est-à-dire que, comme nous avons vu, comme si m'arrachait le cœur et l'âme. Donc, on propose des images pour essayer d'exprimer les sensations, etc. Puis, nous avons une poésie mondaine. Ce mondain ici, ça nous apporte plutôt l'idée de la cour, c'est-à-dire une poésie qui n'est pas de chant, qui n'est pas une poésie pastorale. C'est plutôt quelque chose qui va parler de la poésie de la cour, de cet environnement de la cour. Un romanesque idéalisé, comme La princesse des Clèves, n'est-ce pas? Un amour idéalisé, comme je vous ai raconté rapidement l'histoire de La princesse des Clèves. Donc, la femme la plus belle, c'est la princesse. L'autre, c'est le séducteur, c'est un homme hyper charmant. Les personnages sont grands, sont gigantesques, on va dire. Ce sont pas des personnages communs, comme on verra au XIXe siècle. Et finalement, nous avons ici l'adjectif précieux est aujourd'hui péjoratif et sert à désigner un sentimentalisme excessif, un ton délicat et raffiné qui convient aux joutes gratuites de l'esprit. Même en portugais, je ne sais pas si vous avez, je reviens ici et j'arrête le partage d'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les mots, par exemple, préciosisme, n'est-ce pas? Par exemple, quand je vous demande de transformer le sujet de recherche de la dissertation en problématique sous la forme d'une question. Et peut-être dans votre tête, vous allez penser comme ça, esse professor é um preciosista. De uma etapa para outra, simplesmente transformar um tema de pesquisa numa pergunta. E se a gente não faz na forma de pergunta, ele tira ponto. É preciosismo demais para uma pessoa só. Pourquoi? Parce que ça doit être trop délicat, mais aussi quelque chose qui est excessive, qui peut-être n'a pas trop de raison qui justifie cela, apparemment. Pour la dissertation, c'est vrai, en fait. C'est pas juste de la préciosité. Il y a une fonction méthodologique pour faire ça. Mais c'était juste un exemple pour vous dire, pour vous montrer que même en portugais, ces mots-là, précieux, préciosité, préciosisme, ça nous arrive aujourd'hui. Ça sort de ce contexte du XVIIe siècle et ça nous arrive. Et c'est intéressant de voir aussi. Je vous conseille quand même, ou peut-être dans l'activité que je vais élaborer sur Madame de Sévigné, je vais vous faire voir la vidéo sur la vie de Madame de Sévigné. Et là, je pense à un commentaire que Héloïse a fait ici à propos de Michel de Montaigne, qu'il restait renfermé dans son château. Et c'est aussi le cas de ces gens-là, parce qu'ils étaient la haute société de l'époque, l'élite intellectuelle et artistique de l'époque. Et ces gens-là, ils ne fréquentaient pas d'autres endroits. Donc, ils vont parler assez souvent de leur vie dans la cour, entre nobles, des gens cultivés qui parlent de théâtre, qui parlent de poésie, etc. Et la France, en ce moment, vivra quand même des difficultés politiques, sociales, etc.
et on ne va pas retrouver des réflexions politiques, sociales, dans les lettres de Madame de Sévigné. D'accord? Cela ne nous empêche pas de reconnaître la valeur de ces lettres. D'accord? On ne va pas accorder de la valeur seulement à ceux qui ont une responsabilité sociale ou une dénonciation sociale. D'accord? On est capable aussi de reconnaître la valeur esthétique et la valeur historique de certains documents, même s'ils ne parlent que de certains sujets frivoles, comme l'absence de la fille, le manque, quelque chose comme ça. D'accord? Je sais que c'était un peu trop expositif aujourd'hui et j'aime pas trop. Raison pour laquelle j'ai organisé cette playlist parce que je vais faire attention pour partager les contenus avant et essayer d'avoir un cours avec plus de participation et plus de débat, d'accord, d'ici à la fin du semestre. Comme là, on finit ce qui était prévu pour la discussion du 17e siècle, quelqu'un m'avait demandé, je ne sais pas si c'était Lorena, il y a quelques semaines, oui, vous pouvez lire Candide de Voltaire. Ce n'est pas une lecture difficile à faire, donc je vais introduire le 18e siècle, je vais introduire quelques débats à propos des Lumières, les philosophes, la censure, etc., mais avancer au plus vite dans la lecture des Candides. Et si je ne me trompe pas, je vais vérifier si j'ai partagé l'audio, le livre audio des Candides pour écouter ensemble. Vous pouvez écouter et suivre en même temps la lecture. Ça va vous aider à faire une lecture un peu plus rapide aussi. Et Candide, au niveau du langage, c'est assez facile à comprendre. Donc, vous pouvez lire assez rapidement. D'accord? Donc, essayez de vous lancer à la lecture de Candide. C'est amusant, c'est sympa comme lecture. Et voilà, vous êtes déjà invité à vous lancer, à vous plonger dans la lecture de Candide. Et après, on discutera la morale présente à la fin. Lorena, avant de terminer. Daniel, à propos de l'audio-livre, parce que quelques livres il n'y a pas, j'ai trouvé à propos d'une indication d'un collègue, je ne sais pas si elle est là, une fonction du navigateur du Microsoft, c'est Edit. J'ai réussi de lire mon livre. Ah, d'accord. Il y a l'option de parler en voix haute. Je lis mon livre de la dissertation avec ces options. Cette application. Qui c'est Microsoft Edit, je crois que c'est ça. C'est une bonne option. J'ai réussi. Ouais, si tu veux, tu peux partager ça avec nous dans le canal général. Je pense que ce serait intéressant pour les autres aussi. Parce que moi, je ne connais pas ce système. C'est une application ou comment ça marche? C'est un navigateur comme Google. Ah, d'accord. Donc, si tu peux, partage avec nous dans le canal général et comme ça, on peut explorer un petit peu cet outil pour ceux qui veulent. Parce que Candide, je sais qu'il est disponible sur YouTube, mais d'autres livres, non. Par exemple, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Il y a quelques fautes de prononciation ou des choses assim, de coupe, parce que dans quelques livres, il y a des séparations de mots. Oui. Mais ça marche. J'ai adoré lire les livres de la dissertation avec cette application-là. C'était très utile et très rapide aussi pour lire. Mais alors, ça marche. D'accord, mais pour Candide, je crois que j'ai le livre audio à partager avec vous.
D'accord. Merci. Mais pour les autres, le dernier qui sera L'étranger de Camus, je pense que j'ai aussi, ou il y a sur YouTube, le livre tout entier lu par Camus lui-même. Je ne sais pas Ouais. si L'étranger est lu par Camus ou le mythe décisif. Je vais vérifier ça après, je vous le dis. D'accord? D'accord. Merci pour la classe. À jeudi. Merci. Donc, c'est ça. Je crois que vous n'avez pas de questions. Et je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, bon après-midi. Et on se revoit jeudi pour une introduction au XVIIIe siècle. Et donc, je vais vous donner quelques vidéos aussi à regarder, d'accord, pour le prochain cours. Je pense que ce sera plus intéressant. D'accord, merci. Je vous dis au revoir et à jeudi. Au revoir. À jeudi. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir.